Beno mutu moshikulu davumbukeno dazonzeno bole banque Je célèbre cette fête macabre, messe noire, où toutes nos espérances vont brûler afin de pouvoir honnêtement recommencer la vie à zéro, tout à la fois. La vie, le monde à zéro, tous à la fois. On a fini de tout voir. Il ne reste plus qu'à s'éteindre et dormir comme un diable dans son ventre. Fini les jours de guigne où tu priais les dieux de la terre afin qu'ils t'ouvrent les bras de l'enfer pour cramer ta disgrâce et recommencer ensuite le même couplet né de la même impuissance de vivre sans souhait et recommencer comme si les larmes n'existaient pas et que tout était une affaire de théâtre, scène après scène, penser, écrire, répéter et jouer devant des spectateurs sans se tromper d'adresse et de rôle, et qu'on restait les mêmes personnages infatigables interprétés par des comédiens fatigués. Un désert de pierre près d'Avignon, dans le sud de la France. Le Congolais Dieudonné Nyanguna présente Sheda, 5 heures de théâtre pour se poser des questions sur sa place dans le monde. Un auteur, metteur en scène, comédien associé à la programmation de ce festival. Vous voyez déjà comment ça joue sur les mots, comment ça joue sur le sens, et en plus avec les images qu'on utilise, je veux dire que ce soit le drapeau nazi ou la croix ou le machin, si on n'est pas assez pointu avec ça, ça risque de raconter autre chose. Dans ce décor post-apocalyptique, une mastodonte raconte des histoires. Un gardien de ville morte nous enchante. Des bagarres pour se tuer soi-même et renaître. Une mélasse de cauchemars, des monologues immenses. La peur, la solitude, l'urgence et l'énergie pour se corriger. Dans la boîte, là, je peux rentrer à l'intérieur, faire le figurant pendant la première partie. Le footballeur africain, c'est encore un produit qu'on achète, à l'importation, pardon. Un produit voie à l'importation. Mais il n'y a pas d'entraîneur africain, il n'y a pas d'équipe africaine qui fait un truc intéressant. Il y a des joueurs intéressants. Mais pendant longtemps, le théâtre en Afrique a été ça. Quand ils venaient jouer ici, on avait des bons comédiens comme Isaac de Bankole, comme les Sotieki Kouyaté, tout et tout. Mais on n'avait pas de metteurs en scène africains qui existaient dans ce genre de festival, tu vois, et qui faisait montre évidemment de son savoir-faire ou de ses questions tout au moins, ou de sa manière de faire du théâtre. L'écriture fragmentaire de Nyanguna, faite d'aphorismes, présente une création brute, une dévoration joyeuse jusque dans ses excès, chorégraphiée par son compatriote de la vallée Biédéfono. Après 8 représentations au Festival d'Avignon, Sheda reviendra dans 2 ans à sa terre d'origine, le Congo de Nyanguna. C'est une vérité. Il doit la vie au théâtre.
quand il vous raconte son histoire, quand il était pendant la fuite, pendant la guerre au Congo, et qu'il fuit la guerre au Congo, et qu'un matin, les miliciens les alignent pour les liquider, et qu'il y a un des miliciens qui le regarde et qui dit, toi sors du rang, sors. Toi, tu n'es pas un milicien, on t'a vu faire du théâtre, là, tu es un comédien au Centre culturel français de Brazzaville, je te connais. Nous, on est des soldats, on ne tue pas n'importe qui, on ne tue pas n'importe quoi. Alors tu sors. Et lui, il sort, on écrase les autres. Voilà, Étienne Minungou qui fait référence aux guerres civiles qui ont déchiré votre pays, le Congo-Brazzaville, dans les années 90, au début des années 2000. Vous avez vécu ces guerres, vous les avez racontées dans une pièce. C'est comme ça vraiment qu'est entré le théâtre dans votre vie? Non, le théâtre était rentré avant la guerre, parce que j'avais commencé à écrire depuis très jeune dans la bibliothèque de mon père. Mon père avait une magnifique bibliothèque à la maison. Et j'ai grandi dans la bibliothèque de mon père. Mon père s'appelait Auguste Nyanguna. C'était le premier grammairien congolais. Et il enseignait de temps en temps à la Sorbonne et aussi à Nice. Donc quand il est rentré au pays, il m'emmenait non seulement des livres qu'on avait à la maison, mais beaucoup plus. À l'époque, c'était les cassettes VHS où on regardait donc La Ville parjure d'Ariane Mouchkine. Il me rappelait tous les spectacles de Peter Brook. Et c'est d'abord comme ça que le théâtre est rentré dans ma vie, évidemment. Et par cette force du théâtre, donc je découvre une autre forme de littérature, qui est une littérature beaucoup plus passionnante, comme celle de Aimé Césaire avec Cahiers d'un retour au pays natal. Alors ça m'a mis une espèce de shoot comme ça assez fort, qui m'a permis de regarder politiquement l'endroit où j'étais et de commencer à porter des critiques réelles. Et ça m'a amené du coup à l'écriture. Et quand ça m'a amené à l'écriture a ouvert cette voie-là pour créer un genre de mise en scène que j'ai appelé le Big Boomba. Et c'est en ce moment-là qu'arrivent les guerres civiles, parce que le Big Boomba deviendra comment répondre aux obus qui frappaient la ville, le bing, le boom et le bas. Donc créer un jeu de théâtre qui doit donner une réplique à la Kalachnikov et aux obus. Parce que quand on est auteur dans des situations aussi dures comme ça, quand on est artiste dans des terrains aussi violents comme ça, il faudrait que la force poétique que doit donner l'acteur, que doit donner le metteur en scène ou l'auteur soit beaucoup plus intéressant que la Kalachnikov et beaucoup plus violent que la frappe d'un obus. Parce que évidemment, cet endroit de violence reste dans la tête des gens et marque les gens et sont les mêmes oreilles, c'est le même corps qui écoute et qui voit cette violence-là. Donc il faudrait que la poétique de l'auteur puisse dépasser évidemment la violence, cette chose-là. C'est en ça que la guerre a été quelque chose de très constructif finalement, dans l'autre sens, au niveau de mon écriture, mais il ne faut pas le présenter comme ça. Et c'est à partir de cet endroit-là, du coup, je pourrais dire que je suis réellement devenu acteur parce que je savais qu'est-ce que je devrais affronter, qu'est-ce que je devrais contredire, qu'est-ce que je devrais défendre. Si le ciel existe, ce sont les anges qui te fêteront. Et le temps qui passe à blesser les hirondelles. Mais ma douce est là, ma douce, mon cœur est là. Fidèle jusqu'à la dernière heure, fidèle jusqu'au déclin de l'apocalypse, fidèle jusqu'à la clôture des âges, dans le silence des vaches qu'on retourne en machine, et le ferment des coques métalliques qui ne chantent plus. Le silence des 4 heures du matin. Le jour qui suspend la nuit juste avant que l'aube ne tombe. Le retour du Big Bang et toutes les matières se dissolvent en une seule et même molécule. Je salue le bras de la mort qui s'avance, un géant à 3 têtes, encastré dans un trapèze. J'allume son corps athlétique et voilà qu'il s'est avancé, sorti de l'ombre, prêt à se prendre une branlette de Goliath. Car il ignore que je suis David et je m'élance ma pierre avec. L'ombre a le sourire efficace et la soie qui se défait. Je crois que l'une des plus grandes influences que j'ai eues avec l'écriture, quand j'ai commencé le théâtre à Brazzaville, vient évidemment de la présence de Sony, que ce soit dans la bibliothèque de mon père, que ce soit dans le quartier, que ce soit au Sefrado 7 sur la Boutansé lui répétait. C'est qu'on venait le guetter, répéter avec sa compagnie de théâtre, et on nous chassait, quand on était gamin, on nous chassait donc par ses collègues qui étaient dans notre doyen, ils nous chassaient, et on courait, puis on revenait encore, on grimpait à le mur, on regardait Sony répéter. Et puis après, on partait à la bibliothèque du Centre culturel français, se taper tous les bouquins de Sony qui étaient là à la bibliothèque, on se tapait tous les bouquins de Sony, puis on partait le voir répéter, puis on le chassait et vice-versa. Et c'était assez intéressant. Ouais. Et parallèlement, j'avais écrit donc, un texte qui s'intitule Sony chez les chiens, donc qui est une espèce de regard que je porte
sur cette pièce-là qui est Autumn of the Sunday, écrite par Sony, et ensemble sur l'écriture de Sony, sur sa poésie, qui m'a nourri à cet endroit-là. Donc c'est un regard plutôt assez, pas seulement en termes d'éloge, mais assez critique. C'est-à-dire qu'il raconte cette filiation-là de l'écriture de Sony 200 ans à nous de notre temps aujourd'hui, comment quelque chose fait héritage et comment quelque chose fait continuation par la poésie. Donc par la poétique de cet auteur-là. Du coup, après, il s'est trouvé que, comme la pièce doit la jouer toute seule, sur le plateau, Antoine m'a vendu son destin, et que je dois incarner tous les différents personnages de la pièce, en même temps tout en gardant cette forme narrative du texte avec ses différentes situations, ses différentes scènes et ses différents tableaux, mais tout en étant seul. Donc à partir de là, il y a déjà un enjeu de dramaturgie assez important, parce que je ne veux pas toucher à une seule des phrases qui est dans le texte de Sony Laboutansi. Je vais garder les phrases telles que Sony les a écrites, mais par contre, il faut que je trouve une forme de dramaturgie qui me permettrait de restituer toute la pièce et de jouer toutes les différentes situations en étant seul. Et donc, du coup, je vais faire intervenir Sony chez les chiens dans la partition de Antoine m'a vendu son destin, de telle manière qu'on ait les deux textes qui forment un seul spectacle, qui sera Antoine m'a vendu son destin, / Sony chez les chiens, cela bout aussi Dieu de Nyanguna, et qu'on soit évidemment dans ce rapport-là d'osmose, dans ce rapport de l'écriture continue, et du mouvement sans cesse continué d'une dramaturgie qui s'interroge, qui se casse et qui se réinvente à partir d'une autre langue. Dans le circuit international, disons comme ça, mais avant même d'arriver dans le circuit international, d'abord en Afrique. Comment évidemment cet art-là doit être créé, vu et pratiqué aussi par les Africains d'abord avant que ça aille ailleurs, pour qu'évidemment l'artiste africain ne soit pas un produit voué à l'exportation. Donc il y a un combat réel à mener sur le territoire. Il y a la place pour le théâtre en Afrique ? Et il y a une place pour le théâtre en Afrique, mais il faudrait encore faire beaucoup plus que cette place-là, parce qu'il est question que ce théâtre-là, d'abord, existe dans le cœur de chaque citoyen et soit un patrimoine de ce citoyen africain d'abord. Et donc, du coup, je crois qu'à partir de là, il y a un certain nombre de dialogues à mener avec les collectivités territoriales, avec les pouvoirs qui sont en place, avec un certain nombre donc des pouvoirs publics et aussi des médias, pour que évidemment il y ait des relais assez importants qui permettent qu'il y ait des moyens qui soient donnés à cette activité-là et qui aussi une manière de créer un réel patrimoine depuis les écoles jusque dans nos différents quartiers. Parce que moi, je me dis toujours, si la maman qui vend des cacahuètes au bord de la route n'est pas venue au théâtre, je ne comprends pas du coup pourquoi, évidemment, je fais ce théâtre en Afrique. Il est important que le mécanicien vienne au théâtre. Il est important que la boulangère vienne au théâtre. Et que cette parole-là soit, évidemment, un endroit de proximité réelle avec ses citoyens. C'est ça, d'abord, le réel combat politique du théâtre en Afrique. Quitter Brazzaville, début de la guerre 97, sur l'arête vertébrale d'un train pour l'enfer. J'ai grandi dans la bibliothèque de mon père, ce qui devait me ramener au théâtre. Il ramenait des films vachement intéressants et qu'il me montrait chaque fois. À l'époque, c'était des cassettes VHS. Puis il y avait aussi les spectacles de théâtre qu'il me ramenait, donc les spectacles de la Comédie Française ou d'autres endroits, des travaux de Ariel Mouchkine. Ce qui était intéressant dans l'affaire, c'est que je voyais du théâtre au Congo et en même temps, tout petit à cet âge-là, je voyais certaines choses de théâtre qui se faisaient en France. Donc c'est le seul avantage que j'ai eu. Et j'ai commencé à écrire tout petit dans la bibliothèque de mon père où j'étais enfermé. Si bien que la dernière chose qui me restait à faire, c'était le théâtre. Alors à 14 ans, je suis parti au théâtre parce que tout m'avait travaillé pour que j'arrive au théâtre. Le travail de Dieudonné Nyanguna reste indissociable de l'histoire contemporaine de son pays et notamment de l'arrivée de la démocratie au Congo dans les années 80. Ces années 80 étaient incroyables parce que fin de ces années 80-là tombait le mur de Berlin, arrivait la démocratie au Congo, l'échec de l'État et aussi le début des guerres civiles qui s'annonçaient. On a vu apparaître les enfants dans la rue, les églises des réveils. Bon, c'était un gros bordel qui était arrivé. Et ce qui est très très génial, c'est que juste avant ça, c'est-à-dire toujours au courant de ces années-là, c'était comme une espèce de lendemain qui chante. On attendait la démocratie à bras ouverts avec des cris de joie, tout et tout. Ouais, ça va être super. Un peu comme à l'époque de nos parents, quand ils attendaient les indépendances, ils chantaient les indépendances. Après, hop, coup de machette. Un après-midi du 18 décembre 1998, il nous fallait, mon frère Christian et moi, enjamber le mur de la concession pour échapper au massacre qui se dépêchait vers notre maison. En pleine guerre civile, le metteur en scène crée sa compagnie, Les Bruits de la rue, et invente un théâtre de l'urgence, un théâtre explosif, inspiré de la violence des combats. Comme je l'ai toujours dit à Brazzaville, pendant ces périodes-là, où je disais, tout ce qu'on va raconter sur une scène de théâtre, si ça n'a pas la même virulence que, évidemment, qu'une rafale de Kalachnikov, ça ne sert pas de le dire. Parce que là, Kalachnikov, vous casserez toujours la gueule. Donc, ça ne sert pas seulement de faire du théâtre. C'est au théâtre de trouver une politique qui va complètement dépasser et déplacer, évidemment, cet endroit de la violence pour emmener le public ailleurs.
mama kumbia chikwa muna chiri mama nefu kwa buwe Parlant de la vie, nous parlons du pays de la vie. C'est depuis le pays de la vie que nous parlons. Même pas peur. La mort a foutu le camp, même pas peur. Nous chanterons et danserons pour continuer le plus beau geste du monde, vivre. Rien ne nous écrasera et ne pourra abattre la force vitale qui s'émeut en nous. On respire, on cogite, on parle, on se marre, on boit des coups, on joue, on éduque, on enseigne, on saigne, on se soigne, on partage, on se met debout, on danse, on court, on s'assoit, on mange, on lit, on dort, on rêve les beaux jours, on fait l'amour, on se lave, on recommence et on refait l'amour et on se lave, on s'aime et on s'aime encore à la folie, on kiffe la live, on groove, on écrit, on ne perd pas la boule. Parce que nous sommes des hommes aspirant au noble statut d'être humain. Et tous les jours, nous nous déplaçons de quelques centimètres pour toucher le bonheur des étoiles. Nous sommes le droit à la pensée parce que nous l'avons créé et nous possédons cet énorme quota d'oxygène dans tout notre être. Vivre est notre raison. Vivons vie de joie et cœur de passe. S'embrasser les cœurs et se teinter les pommes, donner au jour le sourire comme fameux éclat du soleil, s'étendre dans le plaisir et souhaiter le bonheur des autres. Être heureux, oui, c'est déjà boxer la situation, car il nous faut encore et encore boxer la situation. Nous renaissons de nos cendres, phénix, chaque jour. Nous avons la magie de la chrysalide. Et notre plus bel or est notre amour du monde. Et jamais, jamais, jamais on nous l'arrachera. Pour le 13 novembre, Paris debout, dans son plus bel astre du jour, et paix dans les cœurs de tes fils qui s'endorment. Mama Une situation de guerre interdit que les gens parlent, que les gens puissent se rassembler, que les gens puissent jouer. Or, le théâtre, évidemment, c'est la libération de la parole, la libération du corps, la libération des esprits. Et donc, en ce moment-là, le théâtre s'en va en guerre, contre la guerre même. Parce que la guerre, déjà, empêche ça. Donc là, une fois de plus qu'on est en guerre, où le théâtre devient presque interdit, alors le théâtre rentre en guerre. Parce qu'il y avait quelque chose que je trouvais de vachement organique, de vachement corps. Moi, je viens d'une culture de corps. Hein, chez nous, le corps, c'est très, très important parce que nous, on n'est pas cartésiens. Donc, nous, on ne coupe pas la tête du corps. Pour nous, la tête fait partie du corps. Comme disait ma grand-mère qui était conteuse, c'est le corps qui parle. Même quand on parle comme ça, c'est le corps qui parle. Donc, on ne peut pas séparer le corps de la parole ou la parole du corps. C'est le corps qui parle. Et un corps qui est fermé ne peut pas avoir une parole libérée. Depuis des siècles, la mort n'a fait que prouver son incapacité de tout détruire. Mais on n'a fait que l'oublier et pleurer. Alors elle, l'oubli est impardonnable. C'est elle qui fait de cette crise quelque chose de niais. La mort au fil des temps n'a fait que nous abandonner, mais jamais nous accomplir en une chose définitive, finale. On aurait bien fait de mourir tous à la fois. On aurait dû mourir tous à la fois. Mais le fait que certains soient encore restés vivants ne facilite pas les choses. Et la peur de la mort a pris tout son sens parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne mourrait pas tous à la fois et que tous, on ne mourrait même pas seulement. J'accepte aujourd'hui de mourir dans ce chaos tissé des bras d'univers gothique, avec des étoiles mortelles qui pissent le son de toutes les révolutions qu'elles ont entendues, placées au cœur des drapeaux des pays non alignés.
Et aussi des vieilles lunes endeuillées qui vomissent ce que la femme qu'elle porte en elle a bu de sa capture. Car la lune porte en elle une femme qu'elle tient prisonnière, son fagot de bois sur la tête et son enfant au dos. C'est elle qui pleure quand la lune est ronde. Oui, j'accepte de mourir dans ce sale ciel couvert de morsures sous tous les plaies des systèmes bien pensants qui n'ont fait que croquer notre vie pour se tailler une place sur sa plaie. La plaie de la géhenne qui ouvre ses sexes de putain pour enivrer les astres. Prélude à la mort.